Alors qu'on attendait une élection avec un résultat serré coude à coude, le bad boy des États-Unis obtient une victoire historique. Trump remporte les élections à plate couture. Il sera le 47e président des États-Unis et sera investi en janvier prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. Nous avons planté le décor. Comme vous pouvez le constater, le thème de cette émission, forum des rédactions de ce 8 novembre 2024 est intitulé « Incroyable comeback de Trump à la Maison-Blanche ». Quels sont les enseignements à tirer? Débatteurs sur ce plateau déjà installés, on les retrouve juste après cette virgule. Oui, nous avons invité pour vous ces deux débatteurs. À ma droite, Hamzat Abdoulaye. Bonsoir, Hamzat. Bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs et aux internautes qui nous suivent. Vous êtes consultant politique et géopolitique. Vous êtes spécialiste de questions internationales. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. À ma gauche, c'est Oumar Adéanjou. Oumar Adéanjou, bonsoir. Bonsoir Amaury, bonsoir Hamzat, bonsoir à tous. Nous sommes dans un domaine de prédilection pour vous, oui, les questions internationales. J'ai voulu vous faire venir dans ce studio. Oui, j'aime bien parler des questions internationales. C'est une rubrique que j'aime particulièrement, oui. Très bien. Alors, nous allons y aller puisque je viens de dévoiler ceux-là qui vont rester avec nous et faire le débat pendant 52 minutes. Oumar Adéanjou, Hamzat Abdoulaye, est-ce que ce triomphe vous a surpris, Oumar? Surpris un tout petit peu quand même, pour des raisons bien précises. Déjà, lorsque vous suivez un peu les médias occidentaux, parce que c'est là qu'on est vraiment au parfum de l'élection américaine, de la campagne électorale qui se faisait, on avait l'impression que Kamala Harris allait battre, mais vraiment de manière, enfin, ça allait être un raz-de-marée bleu, c'est-à-dire le bleu des démocrates sur les États-Unis. Mais c'est le contraire finalement qu'on a vu. Parce que tout ce que les médias occidentaux disaient, on peignait à chaque fois M. Trump comme un individu très vulgaire, c'est pas faux, un individu complètement outrancier dans ses propos, un individu misogyne, enfin, il avait tellement comment on appelle, de mauvais comportements que les gens mettaient chaque fois en avant. Et donc finalement, on se rend compte de quoi? Mais c'est ce monsieur-là que les Américains ont voté. Et moi, je suis certain que les Américains ne l'ont pas voté seulement pour ça. Mais c'est tout le temps cette image de lui-là, de cette mauvaise image de lui, sa rhétorique qui est vraiment sans limite, qui dit tout comme il veut. Il n'y a pas de politiquement correct chez lui. Il exprime ce qu'il veut comme il le pense. Et finalement, c'est celui-là finalement que le peuple américain choisit. Et moi, je tire la conclusion aujourd'hui que certainement, c'est sûr, je suis certain que le peuple américain n'a pas voté son discours uniquement, rien que ses propos, mais ils ont voté certainement un charisme, ils ont voté certainement une force des mots, ils ont voté certainement quelqu'un qui dit quelque chose qu'ils ont envie d'entendre. On va revenir sur les détails. Oumar Adéanjou, je me retourne vers Hamzat Abdoulaye. Hamzat, dites-nous, que signifie cette victoire? Déjà, je ne parlerai pas non plus de surprise. Moi, je ne parlerai pas de surprise. Je pense que il y a moins eu une victoire de Trump, il y a eu plus une défaite de Kamala Harris et du Parti démocrate, en ce sens où l'organisation et la stratégie durant les campagnes a été simplement catastrophique. C'est difficile d'imaginer Kamala Harris, qui était quand même partie du bon pied, on peut le dire ainsi, puisqu'elle est une femme, elle coche 3 cases principales. Elle est une femme, ce qui est quand même important. Elle est issue d'une minorité, ou sinon d'une double minorité afro-descendante et asiatique. Et ça aussi, ça devrait être un avantage. Et enfin, elle est jeune, puisqu'on parle de Trump comme étant désormais le président le plus âgé de l'histoire des États-Unis. Et 118 ans. Et ça, c'est quand même des leviers importants qu'elle aurait dû cocher et se concentrer surtout sur ces paramètres pour développer son électorat, pour atteindre plus de monde au sein même de son parti, au sein même de son bloc. Et là, ça ne s'est pas du tout fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que
la stratégie du Parti démocrate, c'est une stratégie de l'échec. Pourquoi je le dis? Joe Biden ne s'est désisté qu'au dernier moment. Et ça, c'est surtout crucial par rapport à la suite de cette campagne. Dans la mesure où Kamala Harris n'a eu en réalité que 107 jours. Allez, 107 jours pour 107 jours. Avoir les coups de franche, pour dominer la plus grande démocratie du monde. Avec votre je ne vais pas vider. Je pense qu'on ira step by step. Exactement. Mais je vous ai demandé que signifie justement, cette victoire. Ça signifie moins une victoire, mais plus une défaite du Parti démocrate et plus une défaite de Kamala Harris par rapport à la stratégie politique. Et je finis là-dessus en abordant un aspect aussi important, c'est que Kamala Harris est une figure méconnue, inconnue, des comtés de certains États américains, de certains districts aux États-Unis, dans la mesure où on oublie, on ne le dit pas suffisamment, Trump, c'est quand même 40 ans de carrière politique. Trump, c'est quand même, avant même la politique, 40 ans de carrière en tant que, voilà, de présence sur la scène médiatique. Exactement. Trump, c'est quand même 40 ans également de présence médiatique. Il était animateur télé à un moment. Exactement. Alimentant des polémiques, intervenant sur des sujets typiquement économiques, etc. Et ce qu'on ne dit pas aussi suffisamment, c'est que Trump s'est concentré pendant 4 ans pour faire campagne, en réalité, contre le système Joe Biden et contre ce qu'on a vécu aujourd'hui. Donc, il a eu tout le temps de se préparer, contrairement à Kamala Harris, qui certes est vice-présidente durant 4 ans, mais on ne le dit pas aussi assez. Être vice-président aux États-Unis, c'est en réalité être vivant pour attendre la mort d'un président, probablement pour le remplacer. Donc, vous n'avez pas une fonction en tant que tel, en tant que vice-président. Et ça vous dessert, surtout quand vous êtes la vice-présidente femme, vice-présidente noire, vice-présidente jeune d'un président grabataire qui n'avait pas toute cette tête au dernier moment aussi, qui tenait des propos qui ne tenaient pas la route, la traitait à un moment les partisans de Trump de déchets. Voilà. Et cela, ça jouait finalement contre lui. Il a été un boulet finalement pour comment on appelle, Madame Kamala Harris. Absolument. Mais au-delà de tout ce qu'on vient de dire, il a posé une question qui, moi, à mon avis, est très importante. Il a demandé la signification de cette victoire. Et moi, la signification de cette victoire, j'avais commencé à en parler tout à l'heure, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, comment on appelle, l'establishment, je ne sais pas comment le dire en français, mais ceux qui sont au sommet de l'État aujourd'hui aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a un gap entre eux et les vrais Américains, les Américains du fin fond. Voilà. Non, pas forcément de source, les gens qui sont dans les contrées les plus reculées, ceux qui constituent la grande masse électorale. Il y a un gap dans leur manière de voir l'Amérique et aujourd'hui, comment on appelle, ceux qui dirigent le pays, les politiciens, eux. Cela se justifie d'abord par le fait que Trump lui-même arrive à gravir, malgré son discours outrancier, mais écoutez, quand tu n'as pas un discours politiquement correct, c'est déjà la première balle que tu te tires toi-même dans le pied. Mais il arrive quand même à gravir l'échelon au niveau donc, des républicains et devenir le candidat républicain. Alors qu'il y a des gens qui sont politiquement corrects, qui font de la politique depuis toujours. Trump n'a pas toujours fait de la politique. Il était d'abord homme d'affaires, animateur télé, tout ce que vous voulez, espace médiatique, il a tout occupé. Mais il n'a pas vraiment fait de la politique. Et généralement, dans ces pays-là, c'est les politiciens. Voilà, on montre les échelons. Bon, il y a quand même quelques exceptions, Reagan qui était acteur et tout, mais il a quand même damé le pied à tout cela. Premier élément qui montre qu'il y a ce gap-là entre politiciens et le peuple. Deuxième élément, regardez bien tous ceux qui ont soutenu Kamala Harris. Toutes les célébrités américaines, Hollywood complet a soutenu Kamala Harris. Hollywood complet, à un moment, a décidé que non, ce n'est plus Joe Biden, le président, qui devait être candidat démocrate, mais c'est plutôt, comment on appelle, Kamala Harris. Et tout de suite, les choses ont changé. Et en 7 jours, on a mis... Donc, théoriquement, on devait pouvoir se dire, ah mais écoutez, Leonardo DiCaprio a parlé, et George Clooney a parlé, tout ce monde-là a parlé, et je ne sais pas moi, Jennifer Lopez, tout le monde a parlé. On se dit, voilà les célébrités, les personnes les plus... ceux qui sont les plus écoutés. C'est surtout ça, j'appelle la stratégie. Donc, ça devait tout simplement être Kamala Harris. Mais on ne peut pas avoir autant de célébrités derrière et ne pas gagner cette élection. Mais finalement, les Américains ont sanctionné. C'est une vraie défaite de Kamala Harris et c'est là où vous avez raison. Les Américains n'ont pas seulement voté Trump, mais ils ont sanctionné tous les politiques américains. Ils les ont sanctionnés.
ils ont dit non, mais écoutez, vous n'écoutez plus ce qu'on dit. Et cela, si vous voulez, on peut encore plus développer parce qu'il y a des éléments qui comptent. Les valeurs, quelles sont les valeurs aujourd'hui que défendent les Américains? C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est là. L'on dit que c'est le pouvoir d'achat et l'inflation qui frappaient de plein fouet les États-Unis qui ont fait, qui ont conduit donc à voter pour Trump. Qu'en dites-vous? Non, il n'y a pas que la question de l'inflation. On doit le rappeler. Sous Joe Biden, surtout vers le dernier tiers de son mandat, l'économie allait tout de même mieux qu'il y a quelques mois. Ça, c'est à son actif, bien entendu. Mais il n'y a pas que ces questions. Je trouve que, et je suis d'accord avec mon vis-à-vis, avec Oumar, quand il vient d'aborder la question du décalage, du déphasage entre ces deux Amériques. Il y a une Amérique élitiste qui ne comprend pas les véritables peines de l'Amérique de profondeur. Et ça se ressent même à travers l'électorat de 2024. C'est-à-dire, vous allez constater que même au sein des démocrates, les démocrates ne sont pas allés plus voter qu'en 2020. Et ça, c'est quand même significatif par rapport à l'interprétation de ces élections. La deuxième chose, c'est que les républicains aussi n'ont pas voté tant que ça. C'est pas comme si Trump était l'élu qui avait le programme, qui pouvait changer les choses du jour au lendemain. Non, Trump était en quelque sorte aussi le moins de mal, mais c'est quand même quelqu'un qui disait la vérité, en tout cas à sa façon, sans filtre. Et je pense que ça, les Américains adorent ça. L'autre chose aussi qu'il est important de souligner, c'est qu'au-delà de l'inflation, les Américains bataillent pour se loger aujourd'hui. Ça fait partie des points clés sur lesquels Donald Trump veut désormais mettre l'accent, c'est-à-dire lutter pour un logement à tout Américain qui est dans le besoin. Et ça, c'est quand même un message, un discours qui parle et qui touche directement l'Américain profond. Et aussi la question de la taxe douanière. Écoutez, quand vous mettez sur la balance la question de la taxe douanière, c'est que d'une certaine façon, vous allez couper les taxes sur salaire qui existent et qui prennent les Américains à la gorge. Et je pense que Trump, avec cette politique, veut supprimer certaines taxes qui étouffent les Américains, mais dans l'autre sens, il va augmenter les tarifs douaniers contre la Chine, contre l'Union européenne, contre la France. Il a même parlé de ça, c'est une autre paire de manches encore qu'on pourra développer. Exactement. Et je pense que tout ça montre que Trump est une personnalité forte qui pourrait faire face à de grands dinosaures ou à de grands ténors géopolitiques comme la Chine, en matière commerciale, en matière économique, qui pourrait aller à l'affrontement même économique avec... En matière d'influence, de géostratégie. Exactement, avec l'Union européenne. Et tout ça montre en réalité un homme fort. En tout cas, virtuellement, c'est un homme fort puisqu'il a 78 ans. Je connais aucun homme de 78 ans qui soit, voilà. Donc, en tout cas, virtuellement, et l'image qu'il vend montre qu'il est un homme fort qui va aller au bout. Et ça, ce narratif, les Américains l'ont acheté quasiment à $0. Et comment le milliardaire a su, donc, Omar, capter l'électorat pauvre, qui a su voter pour lui? Voilà, et c'est là tout le paradoxe Trump en réalité. Quelqu'un qui est né dans l'argent, qui a grandi avec l'argent, qui est devenu lui-même milliardaire, on se demande mais comment est-ce qu'il a pu comprendre le peuple au sens de Friedrich Nietzsche, c'est-à-dire le peuple, ceux qu'on dirige, les plus pauvres comme vous avez dit. Ce peuple-là, il a pu le comprendre et lui parler un discours qu'il a envie d'entendre. Et je pense que c'est ça la force en fait de Donald Trump aujourd'hui. Les autres ne disent plus ce que ce que le peuple a envie d'entendre. Et Donald Trump arrive à parler à ce peuple-là parce qu'il a compris une chose, que le peuple américain vit de plus en plus difficilement au quotidien. C'est difficile le quotidien. Vous avez parlé de logement. Il n'y a pas que le logement. Il y a les taxes, il y a tous ces éléments qui font qu'ils ont du mal à survivre. C'est la première puissance économique. Et les Américains se sentant dans ce processus-là de paupérisation de leur société, ils se disent, mais il y a un problème. Voilà. Donc, et lui, il vient, il parle. Il dit aux Américains, écoutez, maintenant, soyons fiers. L'Amérique d'abord. Et il a chanté tout le temps la fierté aux Américains. Il a chanté tout le temps le nationalisme aux Américains. Et ça,
ça faisait peur aux autres. Et ils voulaient, comment on appelle, les démocrates voulaient surfer sur ce nationalisme aigu qui transparaissait dans comment on appelle, dans les propos de Trump pour essayer donc de séduire un peu plus le public. Mais ils n'y sont pas arrivés. Pourquoi ? On va en parler. Mais ils n'y sont pas arrivés. Ça fait peur parce que tout simplement, ce nationalisme de Trump, même moi-même, ça me fait peur. Je vous le dis en vérité, hein, ça me fait peur parce que je suis un homme noir, un homme africain. Ça fait peur. On connaît ce que le nationalisme a pu générer dans l'histoire de l'humanité. On connaît le fascisme, on connaît le nazisme. C'est des nationalismes qui, à un moment, ont dévié simplement et sont devenus donc des régimes complètement, mais comment on a, racistes et comment on appelle, autoritaires et des génocidaires, voilà. Donc, ils n'ont pas su donc contrer la force, le charisme, la force des mots de Trump. Je le dis, je le répète, il avait la force des mots. Madame comment on appelle, Madame Kamala Harris. Mais elle occupait les réseaux sociaux, elle passait son temps à jouer avec comment on appelle, les influenceurs. Elle jouait tout le temps avec les hommes les plus médiatisés des États-Unis. Mais ceux-là, ils n'avaient plus bonne presse auprès de ce peuple-là. Le peuple a déjà vu ces personnes-là comme ceux qui ne s'occupent pas en réalité d'eux. Ils ont déjà réussi, ils ne comprennent pas en réalité. Donc, en s'affichant avec ceux, elle se mettait comment on appelle, les bâtons dans les roues en réalité. En plus de ça aussi, il y avait Joe Biden, on a dit tout à l'heure, elle est vice-présidente. Le bilan de Joe Biden reste aussi son bilan. On en reviendra. Voilà. Il s'est également présenté, Hamzat, comme le dernier rempart entre le peuple et le système, voilà, en disant on a essayé de m'assassiner. Il a exploité aussi ce côté. Je pense qu'il a exploité cet aspect en se nommant le sauveur à l'image du Christ, ce qui n'est quand même pas comparable. Mais Trump a quand même osé faire la comparaison. Il n'a déjà pas le discours du Christ, c'est déjà une grosse différence entre les deux. Les États-Unis, dans le fond, c'est quand même un peuple croyant. C'est quand même un peuple qui est très croyant dans le fond. Et ce genre de discours, ça touche. Essayer d'assassiner un candidat qui a été un ancien président, qui est candidat à l'élection en cours, ça frappe les esprits en réalité. Tout le monde a dans sa tête l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Et c'est dans tous les esprits, ça reste toujours dans tous les esprits. Et je pense que avoir échappé à cette tentative d'assassinat, c'est une façon qui légitime le discours de Trump, puisque Trump a toujours accusé le deep state, l'établissement, comme le disait Oumar. Et l'établissement, c'est quoi? Qui est censé s'occuper de sa sécurité, en vrai? Voilà. C'est les services secrets, tout ce monde-là, mais ils n'ont pas réussi. Et tous ceux-là ont failli, en tout cas en ce moment. Donc, cela voudrait dire que tout ce que Trump disait était réel. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ça n'est pas une orchestration? Le temps nous le dira. Et moi, je veux plus me calquer sur la réalité. Ce qui est certain, c'est que ça fait partie des sujets clés qui ont joué en sa faveur. Parce qu'il faut rappeler, dès que Kamala Harris est entrée dans la danse de la campagne électorale, c'est vrai, on se disait c'était trop court, c'était trop juste, mais elle avait quand même une certaine avance. Oui, elle avait tous les éléments pour séduire l'Amérique. Exactement. Mais Trump est resté fidèle à son narratif, fidèle au fait que c'est toujours la continuité de ceux qui lui en veulent. Excusez-moi de vous couper à ce niveau, de peur que je l'oublie après, mais c'est que si vous voyez un peu, même le discours de Trump, moi, à un moment, je me suis dit, Kamala Harris va le battre. Il n'y a rien à faire. Parce que je connaissais son côté très misogyne. Il allait l'attaquer en tant que femme. Vous voyez? Mais il a fait. Mais je suis sûr que les communicants derrière aussi ont travaillé de sorte à ce que cela ne soit pas l'élément que les gens vont retenir. Justement, donc, il le fait de manière subtile et il revient au discours que les Américains veulent entendre. Exactement. Il y a 170 millions comment on appelle, de migrants aux États-Unis. Enfin, 170 000, voilà. Enfin, 1 700 000 à peu près, je crois. Voilà, de migrants ou clandestins qu'on doit... Voilà, tout ça, c'était les problèmes que les Américains voulaient entendre ça. Il fallait régler des problèmes concrets. Et sur le concret, ils savaient parler aux Américains. Et ça plaisait véritablement aux gens. Et puis, vous avez parlé tantôt aussi de croyants, de peuple croyant. Et le peuple croyant, j'aimerais appuyer un tout petit peu. Les Américains, regardez même, quand un président américain est élu, il prête serment sur quoi? Sur la Bible. Écoutez la devise de l'Amérique, « In God we trust ». Ils croient, c'est des gens qui sont foncièrement croyants. Et lorsque vous regardez très bien aujourd'hui le discours, la doxa dans laquelle veulent nous mettre les médias occidentaux, on est en train de perdre
certaines valeurs. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a des choses qu'on veut nous inculquer coûte que coûte. J'hésite à le dire, mais je vais le dire. Quelqu'un qui naît homme, par exemple, on dit, ouais, de go que non, s'il se sent chien, on va trouver un moyen pour lui écrire ça dans comment on appelle, dans l'état civil. Ok, monsieur Tantampion est né homme, mais il se sent chien, on va lui écrire ça, et donc c'est fini, le problème est réglé. Il se sent moulinex, on va lui écrire ça. Il se sent femme, alors qu'il est garçon, on va le lui écrire. Et toutes ces choses-là, toutes ces valeurs perdues, ça parle à ces personnes-là. Ils se disent, mais où va ce monde-là? Et Trump, lui, vient, il dénonce ces choses, et finalement, les Américains se disent, mais écoutez, mais il y a quelqu'un qui parle quand même notre langage. Et qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de voter pour lui, de lui dire, on t'accorde une chance. On lui pardonne tout. Son outrance dans ses propos. On lui pardonne sa vulgarité. On lui pardonne tout et on lui dit, OK, fais, on va voir. Et de ce qu'ils aiment le plus encore, c'est quoi? America first. Ça, c'est quelque chose qui parle aussi aux Américains. Voilà. Je vous laisse. Il a ouvert une parenthèse, on vous laisse continuer. Exactement. Vous parlez également du 4-4. 4 ans de préparation pour Trump, mais 4 mois seulement pour Kamala. Oui, un peu moins même de 4 mois pour Kamala Harris pour aller à la confrontation. Et je pense cela n'a-t-il pas pesé? Absolument. Cela a pesé lourdement sur la balance, surtout quand vous voyez l'approche de Kamala Harris. Elle est rentrée finalement dans le jeu de Donald Trump. Donald Trump, il est bien rodé pour ce genre de choses. Critiquer la personne, attaquer frontalement, mettre de côté le programme et mettre l'accent sur la peau ou sur... Distrait avec des choses et qui il n'ont est pas de très sens. fort sur ce terrain. Il est imbattable. La stratégie aurait été de se concentrer sur le programme, et le programme. Mais Kamala Harris est malheureusement tombée dans le jeu de Donald Trump en commençant par faire aussi des invectives, en faisant des insultes, des menaces contre le camp. Mais ça souligne aussi une chose importante, c'est que on a deux Amériques. Finalement, on a une Amérique qui est polarisée, puisque Oumar l'évoquait tout à l'heure, il a dit qu'il y a une Amérique qui est fidèle aux valeurs, qui est chrétienne en profondeur, en tout cas qui est croyante. Mais de l'autre côté, il y a une Amérique qui se dit progressiste, qui se dit démocrate, qui se dit en avance, je ne sais pas, sur l'époque, en épousant en tout cas les réalités de cette époque. Et c'est ça ce qu'ils appellent aux États-Unis le wokisme. Le wokisme. Et je pense que ce piège du wokisme, on ne va pas débattre ça sur ce plateau parce que c'est vraiment complexe, la question du wokisme. Je pense que le piège du wokisme a peut-être été de politiser le wokisme. Et ça, je pense que c'est impardonnable pour une certaine Amérique. Parce qu'il faut le dire, on a aujourd'hui deux Amériques qui s'affrontent sur tous les plans. Sur le plan aujourd'hui culturel, sur le plan religieux et de la foi, sur le plan politique, sur le plan également de la vision de ce que doit être l'Amérique sur l'échelle internationale. Et je pense que les démocrates ou la famille qui se dit démocrate voient les choses autrement. On continue de voir l'Amérique comme étant ce gendarme autoproclamé qui veut s'occuper de tous les problèmes du monde, qui veut gérer toutes les crises et qui débarque à chaque fois avec des armes ou du soutien financier militaire sans pour autant régler les problèmes qui existent. Et de l'autre côté, vous avez une Amérique qui se veut conservatrice, qui veut retourner sur elle-même, qui veut se concentrer sur ses priorités, notamment la question migratoire, la question sécuritaire, la question économique, la question de l'inflation, la question de la crise du logement et bien d'autres de ces questions qui inquiètent les Américains pour les prochaines années à venir. La question n'est pas de savoir aujourd'hui est-ce que Trump va mal gérer cette présidence. La question est de savoir est-ce qu'il va suffisamment satisfaire tout cet électorat qui a voté pour lui. Et je finirai là-dessus en abordant un point qu'on avait cité au début. C'était quoi? C'était que c'est un vote inattendu parce que les médias nous auraient vendu. Alors, les médias n'ont jamais vendu que Kamala Harris allait l'emporter. Les médias ont plus vendu que ça allait être très serré et vraiment très serré. Alors, on peut être surpris des résultats parce que littéralement dans beaucoup d'États et surtout dans ces États clés où on disait la bataille allait être rude, c'était pas si serré tant que ça. Et surtout des États qui n'avaient pas voté pour Trump il y a 4 ans ont voté pour lui. Exactement. Mais ce n'est pas que les populations ont voté pour Trump, c'est que même la base démocrate n'a pas voté finalement pour Kamala Harris. Parce que le discours ne leur parlait pas. Parce que le discours ne leur
parlait pas, et parce que justement elle est femme, on ne doit pas oublier que Kamala Harris Cet aspect-là est une femme. également. Exactement. En même temps, Peut-être que l'Amérique n'est pas encore prête. Je profite, est-ce que Exactement. l'Amérique a un passif. elle est prête pour avoir une présidente? Parce qu'on a vu ce qui s'est passé Le cas, sous Clinton. j'aimerais même citer. Elle est passée de près. Est-ce que l'Amérique est prête à avoir un président ou une présidente issue d'une minorité? Ça, c'est là. Le cas Obama reste toujours une exception, ne l'oublions pas. Est-ce que l'Amérique est prête à avoir à sa tête une femme qui va gérer ces 51 États? Je pense que, eu égard en tout cas à ces résultats, au sein même de la famille démocrate, au sein même du parti, vous allez comprendre qu'ils ne sont pas prêts pour ça. Oui, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et je finis rapidement là-dessus, je trouve que le passif des États-Unis est un passif racial, raciste, xénophobe aussi. En 1924, quelque chose s'est passé et c'est similaire. Je fais le parallèle avec 2024. Quand vous voyez le programme de Trump, enfin, je dis programme de Trump parce qu'il n'y a pas grand chose au fond de ce programme, mais quand vous prenez la question de l'expulsion des migrants illégaux, l'appareil s'est produit en 1924. Qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis ont rompu littéralement avec l'entrée des migrants sur le territoire. Et pas que des Africains, pas que des Asiatiques, mais également des Européens au sein des États-Unis. Et ça montre une nouvelle fois que le passé de ces années 20, 30 est en train de ressurgir avec ce discours nationaliste, ce discours populiste qui finalement, dans le moyen et le long terme, ne profitera pas à l'Amérique. Parce que disons les choses claires, qui est-ce qui va faire tourner l'industrie qui veut remettre sur la selle aujourd'hui? C'est les personnes, c'est les ressources humaines. Est-ce que les États-Unis ont les ressources humaines à eux seuls pour gérer ce genre de choses? Je ne le pense pas. Certes, il faut légaliser la migration, mais ce n'est pas en faisant un programme de déportation. D'ailleurs, le thème déportation, c'est quand même un thème trop clivant. Parler de déportation, parler d'un programme de déportation dès le lendemain de son arrivée à la Maison Blanche qui va expulser une vingtaine de millions de migrants, c'est quand même... c'est tout de même fou et je pense que ça reste de la rhétorique politique. Trump a réussi à trouver la formule qu'il fallait pour toucher les Américains qui veulent certainement aussi mettre fin à ce qui se passait depuis 4 ans. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de démagogie dans la campagne organisée? Parce qu'on va le voir, à partir de janvier, est-ce qu'il pourra véritablement mettre en pratique tout ce qu'il a eu à dire? Vous avez voulu bien réagir. Est-ce que l'Amérique, elle est prête véritablement pour avoir une présidente femme? Avant même de parler de la présidente... Alors qu'Amzad parlait d'une minorité issue, une présidente issue d'une minorité, mais... Oui, d'abord même avant de parler de démagogie, vous avez parlé de démagogie, oui, ça c'est propre à la politique, notamment aux États-Unis où il n'y a même pas de limite pour les fonds qu'on peut utiliser pour faire le travail qu'on veut. C'est-à-dire on peut produire autant de vidéos qu'on veut, on peut faire autant de meetings qu'on veut, on peut dépenser l'argent, mais comme on veut. La preuve, Elon Musk aux côtés, l'homme le plus riche du monde aux côtés de Donald Trump, regardez le poids de l'argent. Ça parlait aujourd'hui. Voilà. Donc, vous voyez, et vous avez parlé tout à l'heure de Kamala Harris. Moi, je pense que Kamala Harris, elle avait tout pour séduire l'Amérique. Vous l'avez cité tout à l'heure. Elle est d'une minorité, elle est, comment on appelle, elle est une femme. Il y avait tout pour séduire. Quand on regarde un peu tout ce que, comment on colporte le wokisme, comme vous avez dit, cette manière de penser, de policer les choses, de policer le propos, de dire que voilà, sous des thèmes comme la solidarité, la tolérance, la différence, des thèmes très beaux, très séducteurs, très consensuels. On propose, voilà. Et on dit ces choses-là pour dire aux gens, voilà, il faut prôner la différence, il faut aussi... Donc, normalement, l'élan avec le wokisme, tout ça devait permettre à Kamala Harris d'être élue. Mais vous l'avez dit, vous avez touché même là où le bas blesse. Les Américains, au fond, sont très croyants. Ils croient en Dieu. Et avec Dieu, il y a des valeurs. Donc, ce n'est pas parce que vous allez me parler des différences, de solidarité, de tolérance, qu'on va commencer à accepter tout ce qui est contre nature. Et ça, ils ont sanctionné ça. Je pense que ça, c'est mon avis. Ils l'ont sanctionné. L'autre chose, la question que vous m'avez posée, je ne m'en souviens pas très bien. Vous avez parlé de... Ma dernière question? Oui, la toute dernière.
La toute dernière, je vous demandais si l'Amérique elle est prête pour donc avoir une femme issue d'une minorité. Voilà, une femme issue d'une minorité. Une femme, tout simplement, c'est compliqué. Hillary Clinton a essayé, elle n'y est pas arrivée. L'Amérique n'était pas encore prête. Et elle était face à Trump. Est-ce que c'est Trump qui empêche les femmes d'être présidentes? On va dire que c'est Trump. Donc finalement, moi je tire la conclusion que les Américains ne sont pas encore prêts. Par contre, est-ce que vous dites que le fait que vous dites que l'élection d'Obama était une exception, moi je pense que les Américains ont plutôt mûri sur ce plan-là. Moi je pense. Peut-être vous allez me dire, peut-être s'il avait la peau un peu plus foncée, est-ce qu'ils l'ont élu? Je ne sais pas, mais je pense qu'ils sont un peu plus mûrs sur ce plan-là. Et en tout cas, c'est mieux que chez nous. C'est mieux que... Enfin, il y a une certaine maturité. Je ne vais même pas dire chez nous. C'est mieux que chez certains pays occidentaux où aujourd'hui, aucun noir même ne peut se présenter. Un noir qui est ministre même, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire chez eux où tout le monde voit ça comme vraiment quelqu'un qui a vraiment réussi. On a fait tout pour que les noirs s'insèrent chez nous. On vante ça. Alors qu'aux États-Unis, on n'est plus vraiment à cette étape-là. Moi, je pense qu'en ce qui concerne, comment on appelle les minorités et tout, n'importe qui aujourd'hui peut être candidat, et quel que soit... Parlant de race, je veux dire. Tu peux être d'origine, je ne sais pas moi, latino, d'origine, comment on appelle, afro-américaine, ou bien même d'origine, je ne sais pas moi, caucasien, tout ce que vous voulez. Il peut être donc président. Moi, je pense que ça ne pose plus de problème aux États-Unis. Mais par contre, la femme, il y a beaucoup de choses. Et puis, face à Trump, c'est compliqué. Trump, dans un discours, il va parler aux Américains. Il sait qu'il a devant lui. Il va lui dire, écoutez-moi, la place de la femme, c'est où, s'il vous plaît? Il va leur demander comme ça. Et je vous assure, il y a des gens dans le pays qui vont dire à la cuisine. Et ça suffit largement pour faire rire et pour dénigrer finalement Kamala Harris. Il est arrivé à le faire. Très bien. Alors, Hamzat, quels sont les enjeux entre l'Afrique et les États-Unis, les USA, qui sera dirigé par Trump désormais à partir de janvier? Je pense déjà qu'on a eu une première manche entre 2016 et 2020. C'était pas si terrible que ça, c'est-à-dire les États-Unis de Trump. Trump 1, on peut le dire aujourd'hui comme ça. Trump 1, Trump 2. Trump 1, en tout cas sous Trump 1, c'était pas la grande forme en matière de relations entre le continent et les États-Unis. Sur le plan économique, il n'y avait pas tellement un flux intéressant. Ce ne fut pas terrible. Sur le plan diplomatique aussi, c'était pas non plus terrible. Et je pense que c'est un peu ça aussi le narratif de Donald Trump. C'est-à-dire le simple fait de se concentrer sur les États-Unis, le MAGA, Make America Great Again, l'oblige d'une certaine façon à négliger certains États qui pour lui ne sont pas prioritaires pour l'intérêt des États-Unis. Et on peut le comprendre, il est dans sa logique, même si je ne suis pas d'accord sur la question. Je pense que l'Afrique joue un rôle clé aujourd'hui, joue un rôle stratégique, mais la question est de savoir est-ce que les États africains eux-mêmes saisissent la portée de leur importance aujourd'hui sur l'échiquier international. Sur la fin de son mandat, entre 2016 et 2020, il a quand même essayé de se rattraper. Il avait dit beaucoup d'énormités sur les Africains. Était parti au Sénégal. Exactement. Je me souviens. Il avait dit beaucoup d'énormités sur les Africains et sur les États africains. Il avait refusé de recevoir M. Tshisekedi, qui était venu à Washington, mais il ne l'a pas reçu. Et il avait marginalisé un peu ces chefs d'État africains. Mais vers la fin, comme je le disais, il a essayé de se rattraper en rencontrant Buhari, mais toujours dans l'intérêt américain. Il a signé des contrats pour fournir des armes à l'État nigérian. Il a rencontré le président de l'époque, Uhuru Kenyatta, président du Kenya, pour renforcer aussi le tissu économique avec le Kenya. Mais eu égard, en tout cas, à ce passif, je pense que l'Afrique ne doit pas espérer grande chose de Donald Trump. Par contre, les enjeux en 2024 sont différents des enjeux de 2016. Aujourd'hui, vous avez la présence de la Chine sur le continent africain. Et ça intéresse Donald Trump. Donald Trump veut mettre un frein à la progression économique de la Chine parce qu'il veut maintenir les États-Unis comme étant toujours la première puissance économique. D'où la question de cette taxe douanière. On parle même de taxer les importations électriques des voitures chinoises à quasiment 100%, ce qui est quand même assez fou.
Donc, vu que la Chine s'intéresse à l'Afrique, je Mais ça pense peut se comprendre quand on se met dans la logique de Trump. On va en parler. Exactement. Je pense que Trump va peut-être mieux s'intéresser à l'Afrique ou s'intéresser différemment à l'Afrique, contrairement au premier mandat. Dans la mesure où la Chine a beaucoup de choses à gagner avec son rapport économique, son rapport commercial avec les États africains. Et je pense que Trump, dans sa dynamique de mettre un frein à l'expansion chinoise, je pense qu'aujourd'hui, il va certainement revoir sa politique économique, sa politique commerciale avec les Africains. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sur le plan diplomatique. Je trouve que sur le plan diplomatique, l'Afrique est devenue désormais a désormais eu un certain poids sur l'échiquier géopolitique. On l'a constaté avec le conflit au cœur de l'Europe. On a remarqué que les Européens, les Occidentaux ont besoin de l'Afrique sur ce plan diplomatique pour soutenir certaines résolutions au sein de l'ONU et j'en passe. Donc je pense que ce contexte aussi va jouer un rôle essentiel pour les rapports diplomatiques. Mais tout sera surtout concentré sur la position des États africains eux-mêmes. Est-ce que les États africains vont continuer à faire la courbette par rapport à leur partenariat ou à leurs relations diplomatiques? S'ils continuent dans cette dynamique, je pense que ça va nous désavantager. Je finirai là-dessus en abordant la question du multi-alignement. Je pense que l'Afrique gagnerait à se concentrer sur le multi-alignement. Alors le multi-alignement, c'est un concept diplomatique qui puisse permettre de discuter avec les Chinois le matin, de dîner avec les Américains le soir, de dîner avec les Africains à midi, le soir, et de déjeuner avec les Français ou les Russes à midi. Donc, c'est de diversifier le type de partenariat, c'est d'aller en fonction de ses intérêts vers qui on veut, comme on le veut et quand on le souhaite. Et je pense qu'une fois que les États africains vont s'approprier ce concept du multiple aliment, à l'instar de l'Inde, qui discute avec la Chine, malgré que la Chine soit son ennemi historique, l'Inde discute avec la Russie, l'Inde discute avec les États-Unis, la France. C'est ça le multi-alignement. Réussir à traverser ces barrières géopolitiques mises en place par le néoconservatisme pour faire profiter cette dynamique de la diplomatie aux populations. Oumar, il ne nous reste plus que 12 minutes. Donc, vous allez donc intervenir et parler de ces enjeux selon vous, avant qu'on ne parle du Moyen-Orient, qu'on ne parle d'Obama, du monde. Je vais aller très vite alors. Obama qui a dit, pas Obama, Trump qui a dit qu'il va donc arrêter toutes les guerres. Voilà. Oui, en 24 heures, il va mettre fin à la guerre dans le Proche-Orient. Allez-y, par rapport aux enjeux. Oui, par rapport aux enjeux, je pense que vous avez fait une très belle analyse. La présentation est parfaite, mais c'est seulement la conclusion sur laquelle je ne suis pas totalement d'accord avec vous. D'accord. Voilà. Par rapport à la conclusion, vous avez dit l'Afrique n'a pas grand-chose à attendre. Moi, je dis que c'est trop tôt peut-être de le dire. Il y a eu un premier mandat. Il n'a pas fait grand-chose. Il y a eu Trump 1. Voilà, il y a eu Trump 1. Il n'a pas fait grand-chose. Il n'a pas bouleversé tout non plus. L'AGOA, par exemple. Tout le monde a pensé qu'il aurait pu mettre fin à l'AGOA. Permettre aux Africains d'envoyer leurs produits agroalimentaires, les petites industries qu'on a chez nous, quelques-uns qui ont des industries, l'Afrique du Sud, le Maroc et tous ces pays-là, envoyer donc leurs produits sans taxe aux États-Unis et les vendre. Parce que c'est un grand marché, les États-Unis. Voilà, ça c'est un premier point qui me fait dire que on ne peut pas s'attendre à quoi que ce soit de la part de Trump. Déjà que dans la campagne américaine, on n'a pas vraiment parlé de l'Afrique. On n'en parle même pas. La politique interne aux États-Unis est suffisante pour faire la campagne chez eux. Ils n'ont même pas le temps de parler de qui que ce soit d'autre. Vous voyez un peu. Donc, on ne sait pas exactement le contenu de sa politique, de sa stratégie en ce qui concerne l'Afrique. Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est que ne perdons pas de vue que Donald Trump, il est sans limite dans sa rhétorique. Il parle comme il pense. Et il dit ce qu'il pense de manière la plus brute possible. Souvenez-vous, il a traité, lorsqu'on parlait de problèmes de migrants, aujourd'hui, je disais tantôt qu'il y a 11 70 000 clandestins aux États-Unis aujourd'hui, et c'est un problème. Et par rapport à ça, il a dit aux Américains, on va réparer le pays. C'est le mot qu'il a employé. On va réparer ce pays-là. C'est-à-dire que c'est comme une machine et on va, voilà. Donc, vous imaginez ce qu'il est prêt à faire. Donc, déjà, par rapport aux migrants qui vont, tout ça, c'est déjà un problème en ce qui concerne les Africains. Ça, c'est un premier pas. Et en plus de ça,
Et M. Trump, dans sa rhétorique, il avait dit, lorsqu'on parlait de problèmes de migrants, dans son premier mandat, il avait dit, mais que viennent faire ces gens-là qui viennent de ces pays de merde? Vous vous en souvenez? Il parlait des pays africains et de Haïti. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils ont à venir nous envahir? Les Mexicains? Voilà, qu'est-ce qu'ils ont dans ces pays de merde-là à venir nous envahir chez nous? Pays de merde. Il parle des Africains comme ça. Vous voyez un peu? Donc, il n'a pas de limite dans sa réponse. Et il ne prend pas position pour faire les yeux doux à qui ou... Regardez un peu le problème du Sahara occidental entre l'Algérie et le Maroc. C'est un problème où tout le monde se prononce difficilement. Il y a des pays qui se prononcent sans grand souci parce que leur histoire le leur impose. Quand l'Afrique du Sud choisit, par exemple, de dire « Ok, le Sahara occidental doit être indépendante », on comprend, lié à l'histoire des Sud-Africains, lié à l'autodétermination pour laquelle les Sud-Africains sont battus tout le temps, on peut comprendre que les Sud-Africains veuillent comprendre le Sahara occidental et dire que le Sahara occidental doit forcément, coûte que coûte, quitter le giron donc, du Maroc. Alors que Trump, lui, il monte directement sans gants. Il dit, écoutez, oui, non mais, il dit carrément au Maroc, écoutez, nous vous soutenons dans le truc du Sahara occidental. Parce que tout simplement, il estime qu'il a des intérêts avec le Maroc. Nous vous soutenons dans le problème du Sahara occidental. Il s'en fout de l'Algérie, par exemple. Vous voyez un peu. Donc, c'est quelqu'un qui dit ces choses comme il le pense. Il ne va pas hésiter à dire à un président africain, monsieur, vous êtes un dictateur, on va tout faire pour vous déloger. Il est capable de le dire. Donc, il faut s'attendre à ça. Mais par contre, sur le plan économique, vous avez dit des éléments qui sont essentiels. L'envahissement, je ne vais pas dire envahissement, le fait que la Chine est en train de s'implanter en Afrique aujourd'hui, alors que, comment on appelle, sur le plan international, sur le plan géostratégique, les Américains, l'Afrique n'est pas vraiment un point essentiel pour eux. La politique d'influence de l'Amérique, l'Afrique compte très peu. Par contre, la Chine, l'Inde, la Turquie, les pays des BRICS, les pays qui émergent, c'est les pays sur lesquels... C'est eux les concurrents. Vous voyez un peu? Donc, par rapport à comment la Chine évolue peut-être en Afrique, les États-Unis auront à adapter leur politique et peut-être ça peut profiter ou pas aux Africains. Et là encore, ça dépend de nous. Et c'est là où je suis d'accord avec votre comment vous avez dit ça? Multi-aliment. Voilà, le multi-aliment dont vous avez parlé. Parce que Trump, c'est un ultra-libéral. Lui, il est pour les affaires, mais à outrance. Qui veut investir, investit. Qui veut vendre, vend. Et l'essentiel est que chacun fasse des affaires. C'est un ultra-libéral. C'est aux Africains aussi d'en profiter. Très bien. Alors, qu'est-ce que sera donc ce deuxième mandat du président Trump sur le plan international, Hamza? Oui, là est la grosse question parce qu'on ne peut pas poursuivre, comme ça. On ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. Je pense que quand Ronald Reagan aussi avait consacré un programme concentré sur les États-Unis. Alors, pas vraiment, parce que si je dis il a laissé tomber ce qui se passait dans le monde, ce serait faux, parce qu'il était engagé aussi sur des fronts, surtout au Proche-Orient. Mais je pense que la question du monde aujourd'hui reste centrale. Trump était président de 2016 à 2020. À 2020, oui. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, et ce qui se passe depuis 2-3 ans montre quand même qu'il y a des points essentiels et d'envergure internationale. Hein. On ne peut pas faire semblant de ne pas voir ou de ne pas entendre ce qui se passe au Proche-Orient ou encore au cœur de l'Europe. Mais Trump est clair sur sa position. Il va continuer à soutenir Israël comme tous les Américains l'ont toujours fait. Et ça ne va pas changer grand-chose. La question est de savoir à ce niveau, est-ce qu'il va réduire son soutien ou il va trouver une piste de sortie qui ira bien entendu à son actif. Il ne faut pas oublier, il a fait signer des accords en 2016 et 2020, les accords du camp David, je pense. Et ces accords, quand même, sont significatifs. Ces accords ont mis pour la première fois sur la même table des États arabes avec Israël pour pouvoir discuter et trouver des pistes de sortie liées à la coopération économique, entre autres. Donc, je pense que ça va être très important dans sa politique étrangère. Par rapport à la question de l'Ukraine, je pense que là aussi, il a dit durant sa campagne qu'il va mettre fin à la guerre en une seule journée, en 24 heures. Je pense que c'est de la rhétorique politique, on doit être clair là-dessus. Il n'y a aucune guerre qui ne s'arrête, qui s'arrête en 24 heures, en un mois. C'est un processus qui prend du temps. Ça commence par le dialogue, ça commence par la signature des accords et ça commence surtout par la question de maintenir
ou non les positions établies. Donc je pense que ne nous leurrons pas par rapport à la question de cette rhétorique politique. Il est aussi question, quand on évoque l'international, du droit de douane, parce que quand on parle du droit de douane, c'est qu'on affecte aussi les relations économiques avec les autres. Et n'oublions pas que le premier ennemi des États-Unis pour Trump, en tout cas, c'est la Chine, parce que à cause de l'économique, exactement. Mais le deuxième ennemi, ce n'est pas l'Afrique, c'est bien l'Union européenne. Et il a à chaque fois menacé l'Union européenne. Si vous nous taxez, moi, je vous taxe doublement, voire même triplement. Et je pense qu'il est plus dans une logique de coopération vraiment bilatérale. Il ne veut pas s'incruster dans ses rapports avec toute l'Union ensemble, mais prendre les États individuellement par rapport aux intérêts stratégiques et surtout économiques des Américains. Et enfin, la question du réchauffement climatique, on n'en a pas suffisamment parlé, mais sa position est tranchée par rapport à ça. Lui, il veut réindustrialiser les États-Unis, donc créer de l'emploi. Or, réindustrialiser les États-Unis, c'est une façon ça apporte un coup au climat. Exactement, c'est une façon de sortir du combat que mène tout le monde entier depuis maintenant 8 à 12 ans, je pense, par rapport à cette question. Et ça risque de fragiliser tout le travail qui a été fait. Écoutez, le narratif qui va montrer que les États-Unis vont se réindustrialiser, ça va encourager énormément d'autres. Parce que les autres en ont besoin pour le plein emploi et tout ça. Exactement. Et je pense surtout à la Chine. La Chine et les États-Unis sont les deux plus grands pollueurs du monde en réalité. Et voir les États-Unis se réindustrialiser, je pense que ça va mettre un coup d'arrêt à la lutte contre le réchauffement climatique qui nous affecte, nous, ici en Afrique. Il y a des pluies ici qui nous affectent, justement. Qui bouleversent nos saisons. Absolument. Et il y a également des sécheresses, mais interminables dans certaines contrées, le Sahel, et j'en passe. Il y a des inondations, franchement, je pense que c'est une question très importante aujourd'hui et je ne sais pas comment convaincre sur cet aspect climat, je vais dire quand même un mot. Je termine rapidement. Il termine, on lui donne 30 secondes. Je termine rapidement. Il ne nous reste que 5 minutes. En soutenant un fait important, c'est que Trump n'est pas dans une position anti-Poutine aussi. Et ça va être considérable dans la résolution de la crise au cœur de l'Europe. Merci, Hamzat. Oui. Déjà, par rapport au climat, je vais dire quelque chose. Tout le monde le connaît. Hein, c'est un climato-sceptique. Il n'a rien à voir. Pour lui, c'est du pipeau. C'est comme un sifflet que les gens... C'est un sifflet qu'il entend. Il n'entend rien. Tout ce que les gens disent par rapport au climat, ça ne lui dit absolument rien. Et je ne dis pas qu'il a raison. Et par rapport au climat, toujours, vous savez, lui, il va porter un coup un peu plus au climat. Et c'est là où moi j'appelle les Africains aussi à être très intelligents. Les gens ont coupé tous les arbres chez eux. C'est une petite parenthèse que j'ouvre. Hein. Ils ont coupé tous les arbres chez eux pour construire des gratte-ciels, pour construire des industries, pour tout construire, pour développer leur pays. Même Israël qui est là, c'est un désert. Mais ils en ont fait un État. Regardez comment ils ont fait. Donc, il faut que nous aussi on réfléchisse. Il ne faut pas que la question du climat soit un frein pour nous. Bon, ça, moi, je le dis comme ça. Je ne dis pas d'abandonner les combats climatiques, mais je le dis pour que les Africains soient lucides sur ce plan-là. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous miroiter des choses avec de gros millions de dollars et nous dire, OK, concentrez-vous sur le climat. Pendant ce temps, eux, ils continuent de s'industrialiser. Pour enchérir sur ce que ça, c'est un premier point. Non, je ne suis pas trumpiste, mais sur ce point-là précis, je suis un peu trumpiste. Je pense que ce que vous dites, c'est vraiment important. C'est-à-dire, il faut le faire. Si l'Afrique veut s'industrialiser, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce que pendant que Trump est là. 50 ans... Parce qu'on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. En réalité, dans 50 ans, la question de ces hydrocarbures, ça va être complètement relégué et on n'en aura pas profité, puisqu'il y a vraiment une tradition qui est en train de se mettre en place pour les énergies renouvelables, pour les énergies vertes. Il a même dit quelque chose qui va vous faire rire. Permettez-moi de vous faire rire. Il l'a dit pendant sa campagne. Et aujourd'hui, les États-Unis sont pratiquement la plus grande réserve en matière de pétrole aujourd'hui parce qu'ils n'utilisent pas pour eux. Ils achètent pour les autres. Il a dit, on va forer comme des dingues. C'est-à-dire qu'ils vont forer, quoi. C'est-à-dire que maintenant qu'ils vont forer. Et vous avez parlé tout à l'heure également, juste une petite anecdote pour comprendre le personnage. Vous avez parlé tout à l'heure du dumping, par exemple, que comment on appelle, les Chinois font sur les voitures électriques et tout, et que ce que les Européens aussi essaient de faire, apporter un peu d'aide aux agriculteurs et tout ça pour faire leur truc. Et Trump vient, il taxe le vin, les vins des Français. Il a raconté l'anecdote en pleine campagne. C'est une discussion qu'il a eue avec un président. C'est là où Trump est un homme à part. Il a eu la discussion avec Macron. Il dit, mais attendez, je vais vous dire, les gens parlaient de vin, quoi, de comment on appelle. Il a dit, Macron,
il dit qu'il va tasser à 100% les produits venant des États-Unis. Vous savez ce que j'ai fait, moi? Je l'ai appelé, j'ai dit, Macron, ah bon, tu veux taxer à 40%, voilà, il veut taxer les produits américains à 40%. Ah bon, tu veux taxer nos voitures et tout ça à 40%? Ah bon, je taxe tes vins à 100%. Il dit sur le champ, le problème a été réglé. Donc, ouais, c'est ce personnage-là, il s'en fout. C'est un homme qui aime les bras de fer. Il aime aller droit. Tic au tac. Au cours de son premier bilan, regardez, qui aurait pu penser qu'il allait partir rencontrer Kim Jong-un? Tout le temps, il a insulté ce monsieur-là, Rocketman, tous les jours. Il se réveille le matin, il dit l'homme bombe. Du matin au soir, il dit l'homme bombe de la Corée du Nord. Mais un bon matin, il se réveille et puis il s'en va le rencontrer. C'est là où Trump est différent. Et je vous dis, par rapport à l'Ukraine... Pour finir vraiment, votre mot de la fin en même temps. Ça sera peut-être mon mot de la fin. Par rapport à l'Ukraine, il va régler le problème, à mon avis. Parce que lui, il ne craint pas que Poutine garde une bonne partie de l'Ukraine. Ce n'est pas son problème. Il ne craint pas que Poutine garde une bonne partie de l'Ukraine. Alors que les Européens sont contre ça. Ils veulent que Poutine lâche l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui parce qu'ils veulent toujours ils veulent toujours être au bord donc, comment on appelle, de la Russie, être à côté grâce à l'OTAN et tout parce que l'autre aussi veut rallier l'Union européenne. Merci. Bon, c'est le temps qui est notre contrainte, voilà, sinon, malheureusement. Je pense que nous avons encore d'autres émissions. On peut encore revenir sur des aspects donnés. Je vous donne 30 secondes, même si le temps est pratiquement dépassé. Je pense que ces élections doivent être pour nous, Africains, une leçon. Une leçon par rapport à l'avenir, une leçon par rapport à la démocratie. Ce n'est pas parce qu'on ne s'entend pas qu'on ne peut pas s'écouter. Et je pense que les Américains se sont écoutés. Je pense que Kamala Harris a appelé Donald Trump et l'a félicité sur le champ. Et ça, c'est la marque d'une grande démocratie. Une grande démocratie ne s'invente pas avec de grands blocs ou de grands tests ou de grands partis politiques. Absolument pas. Une grande démocratie, c'est avant tout la force et la résilience des institutions. Et je pense que si on ne fait pas ce combat de fond, les réformes et peut-être les divergences entre personnes, entre personnalités, entre partis, ça ne nous avancera absolument à rien du tout. La deuxième chose, et ça je le dis en 5 secondes, je pense que l'élection de Donald Trump, c'est aussi une leçon par rapport à la résilience. On l'annonçait comme fini. C'est quelqu'un qui a sur le dos des dossiers judiciaires sans fin. Si jamais il n'était pas président, il allait en prison. Et il c'est pas fini. Il se peut que dans quelques jours même, un juge à New York le poursuivre également pour certains faits. Mais je pense que c'est ça aussi la politique. En politique, il faut être résilient, il ne faut jamais se laisser abattre, même si vous êtes dans les géoles, même si vous êtes en prison, je pense qu'il ne faut pas lâcher le combat. Et ça, c'est un message important. Merci. Merci à vous, Hamzat Abdoulaye, pour être venu sur ce plateau, pour votre présence sur ce plateau, pour donc parler de long en large des questions, de répondre aux questions que je vous ai posées. Mais, Oumar Andjou, quelques secondes encore, nous avons dépassé le temps. Juste 30 pour répondre à Hamzat. Il a fait un clin d'œil et je vais répondre à ce clin d'œil. Ce que je veux dire simplement, c'est que si on parle aussi on parle aujourd'hui de la démocratie américaine, c'est parce qu'ils ont des institutions fortes. Moi, je dis, travaillons à produire des tests chez nous. Travaillons à faire des réformes chez nous qui vont nous permettre d'avoir des institutions fortes et non des hommes forts. Parce que chez eux, là-bas, les hommes ne sont pas plus forts. Et malgré les clivages, malgré tout ce qui se passe, une fois que l'institution a décidé que c'est ainsi, une institution, un juge décide que c'est ainsi, Trump a gagné, immédiatement tout le monde appelle, écoutez, ça va, c'est fini, malgré les clivages. Donc voilà ce que le travail, la leçon que nous devons retenir également. Incroyable comme marque de Trump à la Maison-Blanche. Quels sont les enseignements à tirer? Nous avons fait le tour, nous avons parlé de l'Afrique, nous avons parlé de l'international, mais aussi nous avons évoqué les raisons qui ont donc amené Trump à gagner cette élection, ou du moins les raisons qui ont amené Kamala à perdre les élections. Madame, Messieurs, merci pour l'intérêt que vous avez porté à cette émission. À ma droite, c'était Hamzat Abdoulaye. Il est donc consultant politique et géopolitique. Il est spécialiste des questions internationales. À ma gauche, Oumar Andjou, analyste politique. Oui, ici qu'on est très bien en ce qui concerne la politique internationale. J'aime beaucoup la chose. Merci à vous. Et c'est bien Boris Danho qui a réalisé donc, cette émission, le Forum des rédactions.
de ce 8 novembre. Merci à Gérard Moussa qui était au son. Modeste Hundekondi, c'est grâce à lui que vous nous avez suivis en direct sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook. Bonne suite de nos programmes et bon week-end à toutes et à tous.